Bon, je salue d'abord la présence d'un certain nombre d'officiers supérieurs des armées de Nîmes. Je vois qu'il en manque, c'est triste, parce qu'ils auraient pu être plus nombreux. Merci, messieurs, d'être venus. Je salue la présence aussi de mon ami Romain Migliorini, qui est le président de la mutuelle de la région lyonnaise, avec laquelle, comme vous le savez, Charles Gide organise chaque année un grand colloque d'économie de la santé à Lyon. Voilà, et puis nous insérons des articles de temps en temps dans sa revue. Voilà. Autrement, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette première séance du Forum Nîmois Charles Gide. Mon cher Pierre, je devrais te dire mon colonel parce que tu es colonel de la réserve opérationnelle. C'est la deuxième fois que le Forum Charles Gide va avoir le grand avantage de bénéficier de ton savoir polémologique. Est-il nécessaire vraiment de te présenter? Tu es devenu une vedette de notre télévision, on ne compte plus les événements que tu commentes avec tant de talent, ni tes participations à des émissions comme C'est dans l'air sur France 5. Tu fus d'abord officier supérieur, aujourd'hui colonel de réserve opérationnelle, tu as suivi le cursus de l'Institut d'études politiques de Paris, bien sûr l'Institut des hautes études de la défense nationale, puis tu as basculé vers le journalisme à la Croix, au Monde. Tu as été porte-parole du ministère de la Défense. Enfin, tu as enseigné pendant 20 ans au Collège interarmé de défense à l'école de guerre. Tu viens d'écrire un nouveau livre, après Les présidents et la guerre, 50 nuances de guerre, ce qui renvoie évidemment au fameux film 50 nuances de gré. Il serait intéressant d'ailleurs qu'à un moment ou à un autre de cette conférence, tu nous explicites la parenté entre un traité de polémologie et cette romance érotique, et même, disons, par certains moments masochiste. Mais abordons directement ton thème. On comprend bien qu'il indique que la guerre d'aujourd'hui a pris des formes multiples, imprévisibles, il y a une ou deux décennies. Elle est aussi vieille que l'humanité, la guerre. Nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, la pratiquaient déjà sans doute pour le rapt des femmes, comme l'ont expliqué deux anthropologues, Jean Guilaine et Jean Zamunit, dans Le Sentier de la guerre. Comme en témoignent aussi les nombreux squelettes avec pointes de flèches fichés dans le corps. Certains anthropologues ont d'ailleurs vécu au temps moderne de telles guerres, par exemple chez les Yanomami du Brésil, des Amérindiens qui d'ailleurs, d'après ces mêmes anthropologues, dans des tribus desquelles on comptait environ 20% de femmes raptées, ce qui donne de la force à cette idée de l'origine de la guerre. Mais bien entendu, cette guerre de rapt a été suivie avec une ampleur incommensurable par les guerres de conquête, quand après la révolution agricole néolithique, les hommes se sont sédentarisés, établis sur de grands domaines, depuis les empires théocratiques de Perse, de Mésopotamie, d'Égypte, jusqu'aux nations modernes avec le colonialisme, en passant bien sûr par les domaines et royaumes féodaux. En même temps, évidemment, que des armes d'attaque et de défense de plus en plus sophistiquées et massives étaient créées. En 2 millénaires, on est passé de la poudre à canon, inventée, dit-on, par la dynastie chinoise des Han entre le 2e avant et le 2e après Jésus-Christ, à nos armes nucléaires, en 2000 ans seulement. Mais dans tes 50 nuances de guerre, tu vas certainement évoquer l'espace, pour lequel les États-Unis, comme la France d'ailleurs, viennent de créer un commandement de l'espace, Space Command. Explique-nous, s'il te plaît, les composants de ce ressource important à la guerre des étoiles, dont Reagan avait, dit-on, menacé Gorbatchev, ce qui, paraît-il, avait convaincu ce dernier de mettre un terme définitif à la guerre froide, donc à l'URSS et au traité de Varsovie. Reagan n'avait donc pas engagé la guerre des étoiles. Pourquoi y revient-on? Comment peut-on utiliser militairement l'espace? Si cette nouvelle Star War devait avoir pour objectif principal de détruire les satellites relais de toutes les fonctions des États ennemis, n'est-il pas stupide de multiplier ces satellites? N'est-il pas stupide d'habituer nos concitoyens à la géolocalisation, par exemple, si celle-ci peut être rendue impossible d'un seul coup partout? Pourquoi ne pas revenir aux bonnes vieilles connexions filaires, quitte à ralentir progressivement toutes les composantes de notre vie? Est-il judicieux de faire transporter toute notre administration par Internet? Je pense que tu vas évoquer aussi la cyberguerre.
La cyberguerre qui se confond d'ailleurs en partie avec les guerres de satellites. Brouiller, détruire, fausser toutes les informations opératives pour les réseaux vitaux de l'adversaire, ceux de ses administrations, ceux de ses grandes entreprises, ceux de ses réseaux énergétiques. Là encore, il semble que les grands États se sont tous donnés de corps d'armée spécifiques. Éclaire-nous, s'il te plaît, aussi sur cette nuance de guerre, pour employer ton terme. Et je voudrais conclure par une question géopolitique, car tu as fait preuve ces derniers temps de ta compétence aussi sur ces sujets. On dit évidemment que la guerre est la diplomatie poursuivie par d'autres moyens. Dans un monde qui est devenu entre 1990 et 2000, après la bipolarisation États-Unis-URSS, une sorte de dominion américain, je distingue aujourd'hui par contre 4 pôles géopolitiques. Les États-Unis, et ce qui reste quand même leur OTAN, la Chine, la Russie malgré sa faiblesse économique, puisque son PIB n'est égal qu'à celui de l'Italie, l'Inde et l'Europe, même si son union est encore loin d'être parfaite. C'est le duel USA-Chine qui va animer ce pôle, cet hexapôle, devrait-on dire. Ne trouves-tu pas, comme moi malheureusement, que faute d'unité, et malgré ces 2 projets phares de l'avion de combat futur de Dassault et Airbus et du char de combat futur, l'Europe petit à petit devient une forme de quart-monde géopolitique. Tu as la parole pour nous rassurer, nous expliquer, peut-être nous effrayer. Merci beaucoup, Jean. Bonjour à tous. Je suis ravi d'une certaine façon de vous retrouver, parce que c'est, comme tu l'as dit, la 2e fois que je viens vers vous. Bon, tu m'avais dit un peu les thèmes que tu allais aborder dans ton papier, mais finalement, tout ce que tu dis se suffit à lui-même. Je veux dire par là que les questions que tu poses, les sujets que tu balayes, c'est déjà une façon d'aborder le monde d'aujourd'hui, qui est un monde extrêmement fragmenté, où il y a dans l'air plus d'envie d'en découdre que d'envie de coudre. Le président Macron, il y a 2 ans, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, à un moment où le président Trump avait dénoncé l'accord, qui avait demandé énormément de minutie, l'accord sur le nucléaire iranien, le président Macron avait utilisé cette image en disant il faut éviter de détricoter l'accord, il vaut mieux essayer de rajouter des mailles. Le problème, c'est que nous sommes plutôt dans une époque où il y a une envie de détricoter, envie d'en découdre plutôt que de coudre. C'est une des difficultés du moment. Alors en fait, les questions que tu poses viennent bouleverser un petit peu l'ordre de ce que je voulais vous dire, mais ça fait rien. Je vais quand même répondre ponctuellement à certaines questions que tu as posées, et puis après j'essaierai de revenir rapidement au point un peu clé que je voulais partager avec vous, comme justement clé de compréhension d'un monde qui est horriblement compliqué à comprendre. Sur la guerre des étoiles qu'avait lancée le président Reagan, j'ai des souvenirs précis, j'étais journaliste à l'époque, et je me souviens d'un échange avec Ernu, qui rentrait des États-Unis, il avait vu Reagan, et qui m'avait dit « Reagan est saisi d'une envie messianique de protéger son pays de la menace nucléaire jusqu'à la fin des temps. Il veut être le président qui aura en quelque sorte créé une bulle autour de son pays. » Et en fait, ce qu'on a appelé la guerre des étoiles, dont le nom était l'initiative de défense stratégique de Reagan, l'idée de Reagan, c'était de mettre dans la stratosphère toute une série de satellites tueurs qui auraient comme vocation de détruire les missiles nucléaires au moment où ils passent de l'atmosphère dans la stratosphère et au moment où les têtes nucléaires s'ouvrent. On appelle ça un terme qui est lié à un acronyme anglo-saxon, le fait de mirver, le mirvage de la tête nucléaire, qui va libérer plusieurs têtes nucléaires qui vont poursuivre leur progression et après repasser de la stratosphère à l'atmosphère et vont se diriger vers leur cible. L'idée de Reagan, c'était de peupler la stratosphère de missiles tueurs, de satellites tueurs, qui, par différents moyens, allaient donc détruire ces armes nucléaires dans la stratosphère. Ce projet était complètement fou. Tous les grands spécialistes de ces questions considéraient que ça demandait d'envoyer une telle quantité de satellites tueurs que les États-Unis n'y parviendraient jamais.
notamment parce que dans ces têtes nucléaires, sans rentrer dans le détail, vous avez très souvent des têtes leurres, des têtes où il n'y a aucune charge nucléaire et qui sont destinées à leurrer les défenses de l'adversaire. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les discriminer, donc ces satellites auraient dû tuer une quantité industrielle de têtes nucléaires en cas de conflit nucléaire. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est qu'en tout cas, ce projet fou, on considère aujourd'hui, les historiens considèrent que c'est notamment ça qui a conduit, enfin qui a accéléré le processus de désintégration de l'Union soviétique, les soviétiques dépensant énormément d'argent pour essayer de s'aligner sur ce projet pharaonique, et donc ils n'y sont pas parvenus, et le fait que Gorbatchev ait voulu également essayer de réformer un corps qui était irréformable, qui était une sorte de momie figée, Gorbatchev a voulu détacher quelques bandelettes pour le moderniser, et finalement la momie est tombée sur elle-même. Donc finalement, Reagan n'est pas parvenu à créer ce bouclier, cette espèce de ligne Maginot de l'espace pour protéger son pays des armes nucléaires, mais il a largement contribué à ce que son adversaire tombe tout seul, sur pied, sans guerre. Parce que c'est quand même ça la grande surprise stratégique. Je reviendrai sur les surprises stratégiques d'aujourd'hui. La grande surprise stratégique, moi qui ai été formé à Sciences Po, notamment la division Est-Ouest, la menace du bloc soviétique, etc., ce bloc, le pacte de Varsovie, a été défait sans combattre. Sur la cyberguerre, c'est évidemment un nouvel espace de la guerre aujourd'hui. Malheureusement, les hommes sont inventifs. On ne se bat plus simplement avec des armes classiques et conventionnelles, on invente des nouvelles choses. Le cybercommandement, le commandement de l'espace qui a été annoncé cet été, le 14 juillet ou juste avant par le président, non le 13, c'est la garden party de l'hôtel de Brienne que le président a annoncé la création de ce commandement de l'espace. Là, c'est pas exactement la même chose que la guerre des étoiles, mais c'est le constat qu'il y a une guerre entre guillemets qui a déjà commencé et qui consiste pour certains pays, on désigne souvent la Chine, d'aller modifier la programmation des satellites d'observation ou de communication, et avec effectivement comme risque derrière, c'est d'avoir des coordonnées GPS complètement modifiées, ce qui pour les militaires pose des problèmes énormes, puisque sur toute une série de matériel militaire intelligent, si vous modifiez les coordonnées GPS des ordinateurs de vol, je pense par exemple au missile de croisière, il va y avoir de sérieux problèmes derrière, puisque votre missile de croisière va se retrouver à aller frapper des objectifs que vous n'avez pas choisis. Et donc là, la France prend la mesure de cela. Les États-Unis aussi, d'ailleurs, curieusement, après avoir dénoncé la position de la France, croient finalement s'alignent en créant un même espace, un même commandement de l'espace. Bon, tout ça pour vous montrer que dans les 50 nuances de guerre, il y a beaucoup d'imagination. Sur la cyberguerre, c'est un espace très important à la fois d'influence et de déstabilisation. Daesh a beaucoup utilisé Internet, les réseaux sociaux, toute la bulle Internet, pour notamment recruter très très loin de ses bases. Et vous trouverez, non pas dans le dernier livre 50 nuances de guerre, mais dans le précédent Extension du domaine de la guerre, la façon dont Daesh est parvenu à recruter dans le monde entier, notamment des jeunes filles, pour aller se marier avec des moudjahidines, des combattants, et avec des techniques de recrutement extrêmement sophistiquées, fondées sur des analyses psychologiques, notamment de personnes en fragilité. Et donc Daesh a beaucoup développé le cyber-recrutement, les cyber-déstabilisations, et des opérations également destinées à essayer de fragiliser certains des postes de commandement qu'on peut avoir en opération et qui ressemblent souvent à des salles de traders. Vous avez énormément d'informatique, d'ordinateurs, et donc si vous arrivez à introduire un virus à l'intérieur, ne serait-ce que de modifier la température de certaines pièces, vous pouvez mettre en carafe toute une série d'outils qui sont très importants dans le cadre de ce qu'on appelle la numérisation du champ de bataille. C'est-à-dire le fait d'utiliser finalement la révolution numérique que vous connaissez, que vous voyez autour de vous, qui est utilisée pour la conduite de la guerre. Si vous arrivez à modifier cela, introduire des données erronées, eh bien vous pouvez prendre l'avantage
sur l'adversaire. Daesh était même parvenu, lors d'une visite d'Obama dans un camp militaire américain, à prendre les commandes, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas à faire passer des messages de Daesh sur le système intranet de la base où se trouvait Obama. Oui, donc c'est évidemment un exemple de cette façon de faire. Un dernier exemple sur la cyberguerre qui pourrait se produire à nouveau si les Iraniens véritablement relançaient leur processus de recherche pour déboucher sur une arme nucléaire, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui. Ils font de la riposte graduée face aux pressions américaines, mais ils ne sont pas encore revenus véritablement à la relance complète du programme qu'ils avaient lancé dans le passé. Juste pour vous donner un exemple rapidement, avant l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien, qui est une très grande avancée, cautionnée par les 5 grands, plus l'Allemagne, plus l'Union européenne. C'est pour ça qu'il est assez tragique que le président Trump ait balayé tout cela alors que les Iraniens respectaient parfaitement les contraintes inscrites dans ce traité. Donc avant le débouché de ce traité, grâce, petite parenthèse notamment, à l'intermédiation du sultanat d'Oman, qui a favorisé les premières rencontres secrètes entre les Iraniens et les Américains. Si je donne ce détail, c'est que dans ce paysage très fragmenté, très fracturé, où de nombreux chefs d'État et de pays veulent en découdre, vous avez aussi des États qui essayent de jouer les go-between et de trouver des formules pour que les gens se parlent. Il n'y aurait pas eu de réconciliation entre les États-Unis et Cuba sans la diplomatie du Vatican. Petit détail. Donc je reviens à mon histoire iranienne, à l'époque où les Iraniens étaient plein pot lancés dans la recherche et la volonté d'acquérir l'arme nucléaire. On estime que les Américains et les Israéliens, je dis on estime parce que la particularité de la cyberguerre, c'est de pouvoir faire des destructions importantes sans laisser de signature. Sans laisser de signature. Donc ça, c'est un énorme problème, c'est que vous pouvez être attaqué très durement et vous ne savez pas d'où ça vient. Vous allez pouvoir localiser le fait que ce sont des trolls. C'est un des noms donnés aux hackers, aux spécialistes de la cyberguerre. On va identifier que ce sont des trolls qui se trouvent à Kaliningrad, du côté de la Pologne, territoire russe, qui ont lancé ces attaques, mais vous ne pouvez pas être certain de la signature. Donc, on considère on estime que les Américains et les Israéliens ont conjugué leurs moyens de façon à introduire un virus dans des systèmes russes informatiques de maintenance des programmes iraniens sur le nucléaire. Je vais essayer de faire simple parce que c'est un peu compliqué. Donc, pour construire une arme atomique, vous avez énormément d'ordinateurs, de systèmes d'information, de systèmes informatiques. Et les Iraniens, à un moment, se sont appuyés sur des soutiens russes pour des questions de maintenance des programmes qui étaient destinés au nucléaire. Les Américains et les Israéliens seraient parvenus à introduire un virus dans les ordinateurs russes, et les Russes, sans le savoir, ont infecté les programmes informatiques iraniens dédiés à la recherche de l'arme nucléaire. Et donc ça a mis en carafe toute une partie de ce programme. On peut aussi, par la cyberguerre, faire exploser une centrale électrique, en prenant les commandes des systèmes informatiques et en inversant les données de chaleur. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont chargées de la maintenance vont croire qu'il fait très chaud alors qu'il fait très froid, donc ils vont modifier les données et ils vont arriver à un résultat un peu du type Tchernobyl. Donc la cyberguerre est aujourd'hui très, très investie et la France est présente aussi dans ce domaine. Alors sur l'Europe, j'y viendrai sur la question sur l'Europe que tu as posée en fin de propos, et je vais réembrayer sur ce que je voulais essayer de partager avec vous de façon un peu plus structurée, qui est une tentative de lecture de ce monde extrêmement fragmenté. Je le fais avec beaucoup d'humilité,
Ça fait plus de 40 ans que je travaille sur les questions internationales, les questions politiques, les questions de défense, et nous sommes aujourd'hui, depuis le début de ce XXIe siècle, face à un paysage international qui est très compliqué à lire et qui déstabilise en permanence les chefs d'État, les diplomates, les politiques, les journalistes, les observateurs, les universitaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un certain nombre de choses que je vais vous dire aujourd'hui, ça peut être tout à fait démenti dans 15 jours. Donc il faut avoir beaucoup d'humilité et essayer de regarder quand même quelles sont les lignes forces. Pour partager avec vous le sentiment qui est souvent le mien, comment dirais-je, sachant que je travaille en continu, en permanence sur ces sujets, en allant sur le terrain, sur les théâtres de guerre, en échangeant énormément avec des diplomates, des militaires, en étant moi-même un modeste colonel de la réserve opérationnelle, mais qui a l'avantage d'avoir servi en opération dans les Balkans, en Afghanistan et en Afrique, puisque je sers en tant qu'Orsen, officier de réserve spécialisé d'état-major, dans un état-major qui est très, très, très opérationnel. Donc, ça permet d'avoir peut-être la compréhension de 2-3 choses. Mais le sentiment qui est le mien, c'est que quand je me trouve face à la carte du monde, et notamment la carte des points chauds, et il y en a une palanquée de points chauds dans le monde, je vais extraire de cette espèce de pulse à 1000 pièces, je vais extraire par exemple une pièce sur le Levant, ou la Corée du Nord, ou l'Afrique, notamment du Sahel, sahélienne. Je vais sortir cette pièce, je vais la regarder, je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de la sous-peser, je vais la montrer à des personnes dont le point de vue me semble pertinent. Et puis quand j'ai fini ce tour, cette pièce, je vais la reposer dans sa matrice de départ. Et à ce moment-là, la pièce ne va plus rentrer dans la matrice de départ. Parce que cette matrice a bougé, et sans que je m'en rende compte, la pièce elle-même que j'ai observée, elle a bougé, elle a muté, elle s'est transformée. C'est ça, la réalité de l'analyse, de la tentative de compréhension du paysage international. Ça bouge tout le temps. Et donc, il faut en permanence remettre l'ouvrage sur le métier, et il faut en permanence travailler en réseau avec d'autres personnes, parce qu'on est plus intelligent à plusieurs. Et puis, il faut aussi éviter l'hyper-spécialisation. Il faut au contraire être transversal. Pour comprendre notre univers, il faut des géopoliticiens, des polémologues, mais également des philosophes, des historiens, des psychologues, voire des psychanalystes, etc., etc., etc. Et il faut essayer de croiser l'ensemble de ces spécialités pour lire quelque chose dans ce monde très complexe. D'un certain point de vue, le monde d'hier, que j'ai connu dans ma formation initiale à Sciences Po et après, était extrêmement confortable. Les 2 blocs, logique des 2 blocs. J'ai fait l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, juste après la chute du mur de Berlin. C'était une époque absolument passionnante parce qu'on ne savait plus où on habitait. Tout était en train de bouger. Est-ce que l'OTAN était pertinent alors que le pacte de Varsovie était tombé? Les nouvelles menaces? Est-ce que la dissuasion nucléaire est encore pertinente alors que la guerre est en train de repartir en Europe, notamment dans les Balkans? Donc, énormément de questions qui se posaient. Alors, je vais essayer de développer en pas trop de temps, de façon à pouvoir vous laisser du temps pour vos questions, trois points qui me semblent structurer un peu ce paysage compliqué. Pardonnez-moi pour ceux qui étaient là lors de ma dernière conférence, parce que le premier point, je l'avais déjà exprimé lors de ma dernière conférence. Depuis le début de ce siècle, nous sommes confrontés à un monde riche de surprises stratégiques. Pas des surprises tactiques, des surprises stratégiques qui bouleversent le paysage international et dont l'onde de choc se prolonge très longtemps après le point de départ. La première grande surprise stratégique, ça a été les attentats du 11 septembre. Pourquoi? Parce que ça montrait qu'un groupe terroriste, sans armée, sans satellite, sans avion de combat, etc., était capable de frapper la première puissance militaire du globe, les Américains, sur leur territoire. Ça n'était jamais arrivé aux Américains, sauf Pearl Harbor, durant la Seconde Guerre mondiale,
mais sinon, les Américains n'ont jamais été frappés massivement sur leur territoire, et en plus, en des endroits extrêmement sensibles, comme le Pentagone notamment. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, nos amis américains vivaient avec le concept du zéro mort militaire en opération. J'ai notamment vécu en Bosnie, en côtoyant des Américains. Ils faisaient surtout des frappes à partir du ciel. Ils avaient été très traumatisés par la Somalie. Peut-être que vous vous souvenez du film La chute du Faucon Noir. Tout ce type de guerre effrayait nos amis américains, et donc ils ne voulaient pas perdre de boys au sol, et donc ils faisaient surtout une guerre aérienne, et certains estiment même qu'ils avaient à l'époque contaminé l'armée israélienne, d'où les déboires de l'armée israélienne en 2006 face au Hezbollah, quand il a fallu passer des frappes aériennes à un combat de guérilla urbaine face au Hezbollah, où là, l'armée israélienne était confrontée à ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de la guérilla. Ça veut dire quoi, le pouvoir égalisateur de la guérilla? Ça veut dire que quand vous vous battez dans des sites urbains, dans des tunnels, le faible, le Hezbollah, arrive à monter en gamme face au fort, l'armée israélienne, qui est une armée puissante, complète, extrêmement efficace. Pour vous donner un détail, le Hezbollah, à l'époque, avait installé dans ses tunnels du téléphone filaire du type 14-18, hein, ceux que j'ai utilisés quand j'étais scout, vous avez un fil. Ça, vous ne pouvez pas le brouiller. Vous ne pouvez pas le brouiller. Il faut aller le couper. Et pour aller le couper, après, c'est combat d'homme à homme. Vous voyez ? Donc, nos amis américains étaient vraiment dans l'illusion des guerres technologiques, hein, de haut, de loin. Et là, ils, entre guillemets, se prenaient 4000 morts en centre-ville. Donc ça a été un traumatisme énorme, et de cette surprise stratégique en est née une autre, absolument géniale, puisque le président Bush, dans un éclair de génie, constatant que dans les terroristes kamikazes du 11 septembre, il y avait une immense majorité de Saoudiens, il a eu l'idée géniale d'attaquer l'Irak. Irak laïque, baassiste, anti-islamique radicaux, et de cette brillante initiative de 2003 est né notamment Daesh, qu'on a retrouvé après plusieurs années par la suite. Pour suivre simplement le fil de Daesh et illustrer mon propos, à savoir ce monde à surprise, le fait qu'on est décontenancé, déstabilisé, le Brexit, pas vu, pas attendu, l'élection de Trump, pas vu, pas attendu, l'intervention russe en 2015, directe, sur le théâtre syrien, pas vu, surprise. Et pour continuer sur Daesh, un point. En 2013, début 2014, le président Obama, petite parenthèse, président Obama, beau, intelligent, juriste, remarquable, à mes yeux, un très mauvais président et un très mauvais chef de guerre. Et une partie du désordre international est due à sa fragilité, à sa faiblesse. Beaucoup de respect pour les juristes, il va y en avoir plein dans la salle, mais les juristes font des mauvais chefs militaires et des mauvais chefs politiques. Parce qu'on ne peut pas mettre en article les réalités politiques internationales. Je ferme ma parenthèse sur ce petit coup de griffe pour le président Obama, mais méfions-nous nos emballements quand les gens sont sympas, sont smart, ont une belle tête, machin, etc. Il faut regarder après comment le type gouverne et ce qu'il fait, et il a commis beaucoup d'erreurs. Notre président Obama, dans l'exemple que je vais prendre, est interrogé par des journalistes américains qui lui disent « Monsieur le Président, on suit de près ce qui se passe en Syrie », qui était déjà à l'époque un joyeux bordel, hein, avec déjà beaucoup de morts, énormément de protagonistes aux prises. Et dans le paysage, disent les journalistes américains, dans ce paysage très compliqué, avec des groupes islamistes, avec des groupes de rebelles modérés, avec les troupes syriennes, avec le Hezbollah, avec les Iraniens qui sont dedans, avec Israël par-dessus qui frappe tous les 15 jours dès qu'ils aperçoivent un missile qui risque de tomber entre les mains du Hezbollah, eh bien, il y a un nouveau venu dans ce paysage qui a un nom très compliqué, il s'appelle l'État islamique en Irak et au Levant. C'est une vague émanation d'Al-Qaïda de l'époque, de la grande époque des combats en Irak. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce nouveau groupuscule qui est apparu dans le paysage? Et Obama, président américain,
les États-Unis 17 ou 18 agences de renseignement. Et donc, a priori, vous n'êtes pas complètement manchot. Il a plus de facilité que moi pour travailler sur ces sujets et comprendre ce qui se passe, même si j'ai une bonne connexion avec des personnes qui connaissent bien ce qui se passe dans des endroits peu ouverts. Eh bien, le président Obama répond, écoutez, c'est pas grand-chose, c'est l'équivalent d'une équipe de série B américaine de basket. Donc, Daesh, Al-Qaïda, équivalent d'une petite série, d'une petite équipe, vraiment... je suis très mauvais en foot, mais c'est vraiment la relégation, enfin, les trucs pas très bien classés. Donc cette petite équipe terroriste de seconde catégorie, un an après, prenez Mossoul, récupérez dans les banques de Mossoul entre 400 et 600 millions de dollars, de devises étrangères, d'or, et puis surtout tout le matériel américain neuf, avec 10 km au compteur, que les Américains de la présidence Obama avaient donné à l'Irak avant de commencer de se retirer. Donc, vous voyez que je brocarde un peu Obama, c'est facile, mais toujours est-il que voilà, même le président américain, un phénomène comme Daesh, pas vu, pas anticipé, et ça claque à la figure de ce chef d'État. Les printemps arabes de 2011, j'ai participé à beaucoup de colloques, beaucoup d'émissions avec des diplomates, parfois amis, et ils ont eu l'honnêteté intellectuelle de dire on n'a pas du tout vu venir les printemps arabes. Mais alors, pas du tout, je sais pas du tout. De la même façon qu'on n'a pas vu venir la révolte actuelle en Algérie. Les observateurs spécialistes ont cru que ça serait un nouvel épisode tragique du président ou du cadre du président. Et puis après, peut-être que pour le mandat suivant, s'il avait été encore vivant, il représentait un hologramme. Et puis tout le monde pensait que les Algériens auraient voté pour l'hologramme de Bouteflika. Et puis là, boum, non, paf, ça pète. Et la situation en Algérie est très sérieuse, très grave, et elle est loin d'être réglée. De la même façon, Hong Kong, surprise totale. Voilà. Donc, je ne vais pas énumérer, mais vous trouverez tout ça dans mon livre, parce que finalement, on les accumule tellement qu'on finit par plus bien voir que c'est en permanence des changements de pied, des évolutions considérables qui rendent très très compliqué le fait de gouverner, de diriger, notamment pour la présidence française ou les Européens dans cet ensemble très très compliqué. Je vais vous donner un dernier exemple très frappant qui passe un petit peu en dessous des radars, mais qui est très significatif de ce monde où tout est possible. Vous avez des renversements d'alliances, des changements que... Alors, je me suis permis peut-être de critiquer ou de moquer certains, mais je suis tout à fait concerné dans le fait de ne pas avoir vu tel ou tel événement, ou même d'avoir pu me tromper sur tel ou tel événement. Je ne suis pas du tout au-dessus de tout ça. Mais je dis ça parce que vous auriez, il y a un an, si j'étais venu vous voir, si vous m'aviez posé comme question après la conférence, Pierre Servan, est-ce que ça vous semble possible qu'il y ait un rapprochement entre l'Arabie Saoudite, qui est un pays où l'antisémitisme est assez bien porté, où la négation de la Shoah est aussi bien portée, où les discours parfois à très haut niveau de destruction d'Israël étaient très, très portés, je pense notamment au président Ahmadinejad. Bon, est-ce qu'il est possible que ce pays-là puisse un jour se rapprocher d'Israël? Vraiment rapprocher, sur le plan du renseignement. J'aurais dit, ça me paraît très douteux. Je vous aurais d'autant plus dit que ça me paraissait très douteux que, je l'ai raconté assez dans l'air cette semaine, ça me paraissait d'autant plus douteux que lors de contacts que j'avais pu avoir, c'est vrai quelques années auparavant, avec des représentants des services secrets israéliens, j'avais été extrêmement surpris de les entendre me dire on a plein de tensions, plein de difficultés avec un certain nombre de pays, mais dans l'idéal, dans un monde idéal, le seul pays dans la zone avec lequel nous nous verrions bien nous entendre et essayer de nouer des relations, c'est la Perse, l'Iran, la Perse, parce que ça renvoie à la civilisation perse, parce que ça veut dire, dites pas un Perse que c'est un Arabe, dites pas un Turc que c'est un Arabe.
Et donc, ces hauts responsables israéliens me disaient, voilà, avec les Perses, les Iraniens, on peut parler, on peut se comprendre, on pourrait se parler, on pourrait se comprendre. En revanche, les Arabes, je sais avant les Arabes. Voilà. Donc, m'auriez interrogé il y a un an, je vous aurais dit non, rapprochement israélo-saoudien, non, ça me paraît difficile. Aujourd'hui, ce rapprochement existe. Vous avez des échanges de renseignements entre les services secrets israéliens et les services secrets de l'Arabie saoudite. Pourquoi? Parce que leur grande crainte, c'est le retour de la Perse. C'est le retour de la puissance iranienne chiite. Pour l'Arabie saoudite sunnite, c'est un énorme problème, un énorme souci. Et donc il y a une crainte, notamment d'Israël et de l'Arabie saoudite, de la construction, de la constitution de ce qu'on appelle le cimetière chiite, ou le barrage chiite, ou le bras chiite, qui part du sud-Liban, qui part de la mer, finalement, à l'Afghanistan. Même en Afghanistan, vous avez les Hazaras, qui sont une minorité chiite, très marginalisée, qui ne permet pas à l'Iran d'avoir une influence véritablement sur l'Afghanistan, mais vous avez comme ça un continuum territorial qui a été bâti notamment par un personnage peu connu, qui s'appelle le général Soleimani, que j'ai, j'allais dire, croisé, je ne l'ai pas croisé physiquement, mais quand j'étais au Liban comme reporter de guerre dans les années 80, Soleimani, qui était un jeune officier des forces spéciales de la jeune République islamique, était déjà derrière les attentats contre la France en 83, Drakkar, et l'attentat qui a fait 260 morts chez nos amis américains en octobre 83. Et déjà, ce personnage-là, qui était un jeune officier, Soleimani, était déjà présent. C'est lui qui a été le proconsul et l'artisan de la construction de ce continuum qui fait peur aux autres pays. Donc vous voyez, c'est ça le quotidien de ceux qui sont sur ces questions, et in fine, notamment les militaires et les diplomates de terrain, c'est tous les jours qu'ils sont confrontés à ça. Et je ne vous ai pas parlé du Mali, où un petit groupuscule qui s'appelait le GSPC, les groupes salafistes de prédication et de combat, qui s'est franchisé AQMI après Al-Qaïda au Maghreb islamique, est parvenu en quelques années, grâce notamment au business des otages, à se constituer un trésor de guerre considérable et à envahir la moitié d'un pays, le Mali. Et sans la France en 2013 l'opération Serval, vous auriez eu une contamination, enfin une invasion de tout le reste du Mali, avec un effet domino dans un Sahel extrêmement fragilisé. Donc vous voyez, pardonnez-moi l'expression, c'est un grand bordel international, et tous les 4 matins, vous voyez réapparaître un nouveau sujet, un nouvel élément. Trump qualifie Kim Jong-un, le numéro 1, alors c'est vrai qu'ils ont un rapprochement capillaire, mais du rapprochement capillaire au fait de s'embrasser sur la bouche et de se trouver absolument géniaux après s'être insultés dans des termes les plus épouvantables, oui, ça fait partie aussi des choses. Je n'exclus pas du tout que le président Trump, la semaine prochaine, à New York, aille embrasser sur la bouche Rouhani. Maintenant qu'il a viré Bolton, dont il ne supportait plus la moustache agressive, voilà, tout est possible. Alors, il faut arriver à jouer là-dedans. Et le président Macron est très actif, avec des coups assez incroyables, notamment Biarritz, la venue du ministre des Affaires étrangères perse. Eh bien, ça n'a pas tout réglé, mais ça fait partie des initiatives qui montrent que la France, qui entre parenthèses le seul pays européen aujourd'hui en capacité diplomatique, militaire, de faire quelque chose. Nos amis britanniques, que j'apprécie beaucoup, c'est une catastrophe olympique, avec des épisodes, c'est un peu les saisons des séries noires, vous savez, alors c'est pas Friends, c'est l'anti-Friends. Donc, sans compter nos amis allemands, qui sont aussi dans une fin de règne avec pas mal de difficultés, en Europe, il n'y a plus que la France qui bouge et qui fait des choses. Alors, ça ne marche pas toujours, mais au moins, la France prend des initiatives et avance, et c'est tout à fait remarquable. Second trend un peu fort que je vois dans ce paysage depuis plusieurs années, alors c'est un concept que j'avais développé assez tôt, un peu prétentieux, mais je pense être le premier à l'avoir exprimé dans les émissions, dans des articles, c'est le fait que nous avons une multiplication de personnages messianiques autoproclamés. C'est-à-dire des chefs d'État, ça pullule, je vous donnerai quelques exemples, qui estiment qu'ils sont touchés par le doigt de Dieu. C'est pas une blague quand je vous dis ça. Ils le pensent vraiment, ils le disent.
Pour le numéro 1 chinois, c'est plutôt le doigt de Mao, hein, puisque à la fois il essaie de conduire une révolution maoïste, d'une brutalité sur le plan de ce qui restait des libertés publiques en Chine extrêmement dure. Xi Jinping, le personnage le plus exécrable pour lui, c'est Gorbatchev. Il considère que Gorbatchev a tué l'Union soviétique. Et Xi Jinping ne sera pas le Gorbatchev de la Chine. Il sera le nouveau Mao, mais avec une stratégie de conquête économique mondiale très très astucieuse. Donc c'est un mélange d'un maoïsme absolument rigoureux, de stricte obédience, avec une utilisation de tous les moyens numériques pour véritablement traquer la population, l'enserrer et l'enfermer, et en même temps les routes de la soie, stratégie de conquête internationale. Ces personnages comme Erdogan, Poutine, Trump, Bolsonaro, Duterte, Maduro, Mohamed Ben Salman, etc., sont tous des personnages dans ce monde fragmenté qui estiment qu'ils sont investis par Dieu, un Dieu, le Dieu, leur Dieu, d'une mission de restauration de leur pays. Et quand vous regardez les déclarations, parfois ils le disent très clairement. Dans les interviews, il faut aller lire les interviews, etc., où vraiment ils l'affichent. Alors ça se traduit, par exemple, pour Poutine, par un très fort rapprochement avec l'Église orthodoxe. Les avions de combat Sukhoi russes étaient bénis par des popes au décollage en Syrie. Ce qui a valu, alors que les Russes sont alliés des Iraniens, ce qui a valu aux troupes russes une fatwa contre eux, en disant si les popes orthodoxes bénissent des avions de combat qui vont aller frapper des musulmans, il faut les abattre, il faut les tuer. Donc il y a eu une fatwa sunnite contre eux. Bien. Donc Poutine est tout à fait dans cette idée de restauration orthodoxe tsariste. Ça ne veut pas du tout dire qu'il veut, je ne crois pas du tout que Poutine veuille envahir l'Europe de l'Ouest. Pas du tout, il a capturé la Crimée, ça lui suffit, il préfère faire de la cyberguerre, de la cyberdéstabilisation, plutôt que de lancer des guerres directes. Trump, America First, ce personnage sorti de nulle part, considéré comme un candidat totalement improbable. Comment dirais-je, l'anecdote, peut-être la rumeur, ou des choses fausses, estime qu'il aurait expliqué à son épouse qu'il faisait campagne, que ça faisait une pub d'enfer à son nom, et qu'il ne serait jamais élu. Bon, voilà, il est là, on l'a sur les bras. Et c'est un personnage qui balance par des tweets des renseignements, des services de renseignement américains classifiés qui mettent un désordre monstre dans les services de renseignement américains. Il avait déjà, à l'issue d'une rencontre avec Benjamin Netanyahou, balancé à la presse des infos hautement confidentielles que Benjamin Netanyahou venait de lui donner. Voilà. Mais donc, ces personnages-là sont dans des postures de restauration des gloires perdues. Et le problème, c'est que ça introduit un facteur d'irrationnel, un facteur qui va privilégier la croyance sur la connaissance et la compétence. Et ça, c'est très compliqué. D'ailleurs, le phénomène des fake news que vous connaissez est simplement une traduction de ce type de dérive, parce que des faits vérifiés ou pas, ça n'a aucune importance dès lors que vous vous adressez à vos croyants. À vos croyants. On peut dire ce que vous voulez. J'ai mis autant de monde le jour de mon investiture, totalement faux, vérifiable, c'est pas grave. Après, les porte-paroles de Trump, notamment, ont inventé des concepts de vérité dépassée, des tas de trucs, etc. Voilà. Donc on est dans cet univers qui est d'une très grande complexité. Je vais, pour essayer peut-être d'être précis, puisque c'est une de mes caractéristiques, j'aime bien essayer de faire des analyses géopolitiques, trouver des idées, des trends, des lignes forces, mais j'aime bien le détail. C'est peut-être mon côté militaire. Quand on est en opération sur le terrain commande, la pesanteur des équipements, la température, tout ça, il faut l'intégrer. Et j'aime bien aussi cette donnée-là. Je vais vous donner un exemple très concret du poids sans cesse croissant de l'irrationnel dans les relations internationales. Alors je vais prendre un exemple qui est un peu ancien,
qui est extrême, mais qui vous montre, qui va vous montrer, je pense, très concrètement ce que cela veut dire. 2003, vous vous souvenez, avant l'invasion par les Américains de l'Irak, invasion libération, entre guillemets, vous avez toute une séquence assez longue, diplomatique, où la France de Jacques Chirac essaye de convaincre les États-Unis de George Bush Jr. de ne pas commettre l'erreur que son père n'avait pas commise en 91 lors de la première guerre du Golfe, à savoir rentrer en guerre en Irak, fracturer ce pays, souder le pays autour d'un nationalisme, et sans compter le fait que Saddam Hussein n'avait pas d'armes de destruction massive, il ne pouvait pas en avoir. Déjà, économiquement parlant, c'était un pays qui était étranglé. Je vous rappelle qu'à l'époque, la France n'arrivait pas à faire voler la moitié de ses hélicoptères, avait une partie de son matériel militaire qui ne marchait pas, alors que la France est la 4e ou 5e puissance économique. Donc comment imaginer qu'un pays comme la France ait des difficultés dans l'entretien, le mode de fonctionnement opérationnel de son matériel militaire, et qu'un pays comme l'Irak, sous embargo, sous zone d'exclusion aérienne au nord et au sud, je vous rappelle, pouvait développer des armes de destruction massive qui coûtent, comme dirait le président Macron pour un autre sujet, un pognon de dingue, ou un pognon fou. Bon. Donc évidemment, il n'y avait pas, et le drame de certains responsables américains, c'était d'agiter des fioles où il y avait peut-être éventuellement un échantillon de leur urine, mais certainement pas d'armes chimiques ou de choses comme ça. Donc, le président Chirac, absolument convaincu qu'il ne faut pas rentrer en Irak et que c'est la meilleure façon d'ouvrir la boîte de Pandore et de lâcher des démons dans la nature, ô combien visionnaire. En France, on aime bien tacler nos responsables politiques. De temps en temps, il y en a qui sont plutôt un peu agiles. Donc, le président Chirac développe énormément d'énergie pour convaincre Bush de ne pas faire ça. Au même moment, vous savez, vous avez une commission d'enquête dirigée par un Suédois pour aller vérifier s'il y a des armes de destruction massive, etc. Chirac n'arrête pas de dire à Bush, laisse faire la diplomatie, regardons les choses, ne te lance pas dans une aventure comme cela. Et Chirac, quand il parle parce qu'il a de l'expérience, il parle parce que c'est un Français, c'est un atout, et il parle aussi parce que c'est un ancien officier d'Algérie, de la guerre d'Algérie. La guerre, il sait ce que c'est. Voilà. Bush s'est débrouillé pour y échapper, en se faisant lutter dans la garde nationale. Donc, c'est aussi cette expérience. Je l'ai vécu quand j'étais en cabinet ministériel au ministère de la Défense, un peu plus avant, mais effectivement, chez Chirac, ça jouait un rôle très important. Et il envoyait régulièrement aux États-Unis les meilleurs de ses conseillers diplomatiques pour convaincre les conseillers de Bush de ne pas faire cette erreur magistrale. Et un jour, je vois un de ces diplomates, qui était un de mes amis, très proche de Chirac, donc un des conseillers de Chirac, je vois autour des États-Unis, il avait mauvaise mine, et je lui dis, mais comment ça va, comment ça se passe, etc. Il me dit, écoute, c'est terrible, la prochaine fois que je vais aller là-bas, il faut que je me fasse accompagner par un marabout. Je dis, ah bon, un marabout? Il dit, oui, tu comprends, quand nous discutons avec nos homologues américains, ils écoutent nos arguments, ce sont des arguments rationnels, d'analyse, de géopolitique, de rapport de force, de psychologie, d'histoire, etc. Et du côté américain, il y a des diplomates qui sont tout à fait, comment dirais-je, cortiqués, qui peuvent comprendre. Ils nous regardent avec un air un peu de commisération, les Américains regardent les Français avec un air de commisération, et ils disent à la fin, mais Charles, Maurice, Paul, etc., on sait que vous voulez notre bien, et vous n'avez rien compris. Le 11 septembre est une punition divine. Le 11 septembre, c'est une punition de Dieu, parce que les États-Unis ont oublié leur mission messianique. Dans le monde, il y a 2 pays messianiques, les États-Unis et Israël. Israël n'a jamais oublié sa mission, il est toujours sur pied, il n'est pas frappé de cette façon. Nous avons oublié notre mission messianique, et donc nous devons riposter. Nous devons refaire des guerres pour introduire la démocratie derrière. Nous devons retrouver ça. C'est pour ça que nous avons été frappés. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Vous voyez? Et c'est pas un bac moins 15 qui dit ça. C'est pas un pilier de comptoir. Et donc vous avez eu ça, et donc vous allez jusqu'au bout de sa logique. Et cette logique folle a continué après, puisque quand l'Irak est tombé, le ministre des Affaires étrangères, le général dont le nom est en train de m'échapper, a essayé, Colin Powell, a essayé de limiter la casse à ce moment-là,
Et très rapidement, ces représentants sur le terrain, qui cherchaient à faire de la reconstruction de l'Irak, préserver l'armée irakienne, ne pas licencier tout le monde, envoyer dans la nature, les hommes de Boel ont été écartés par le ministre de la Défense de Bush, qui a mis en place un proconsul, Bremer, dont toutes les décisions sont des cas d'école de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, vous voyez que le résultat de l'idéologie, d'une forme d'arrogance, le poids des croyances sur la compétence, la connaissance, la compréhension, ça vous conduit à cela dont nous payons tous les pots cassés encore aujourd'hui. Vous voyez, donc c'est des réalités. Et ce type de comportement, de discussion, etc., c'est ce qu'on a pu voir en Italie, dans d'autres pays, et c'est des choses que les diplomates qui essayent de mettre de la raison dans la passion rencontrent de plus en plus. Il y a dans l'esprit public général, pas que dans les relations internationales, je suis très frappé dans les relations humaines, quotidiennes, forme de folie, ce que j'appelle un retour à la barbarie. Vous trouverez expliqué dans mon livre. Je vais terminer sur un troisième point très rapidement. Conséquence de tout ce que je vous ai décrit, il y a un retour dans le monde de ce que j'appelle la tribalisation. Et même tripalisation. Tribal, tripal. Donc je réagis avec mes tripes, et je réagis en tant que tribu ou que chef de tribu. Trump, c'est un chef de tribu. Poutine, c'est un chef de tribu. Erdogan, c'est un chef de tribu. Xi Jinping, c'est un chef de tribu. Mohamed Ben Salman, c'est un chef de tribu. Donc c'est mon clan contre les autres. C'est-à-dire que c'est une déconstruction de ce qui fait civilisation. Qu'est-ce qui fait civilisation? C'est le combat des hommes depuis la nuit des temps pour dépasser leur instinct tribal, qui était un instinct protecteur de base. Dans la préhistoire, il faut se battre contre les mammouths, contre les menaces, etc. L'homme étant l'animal le moins doté, le moins doué dans la nature, sauf qu'il a un cerveau et une conscience. Mais sinon, à part ça, vous avez déjà essayé de voler, vous avez déjà essayé de nager longtemps sous l'eau, vous avez vu la fragilité de notre peau, on est vraiment mal foutus. Hein, on est les derniers à pouvoir survivre. Bon. Donc, réflexe tribal, je me définis par rapport aux mêmes, ceux qui sont les mêmes que moi, parce que c'est une sécurité. Voilà. Et celui qui est différent, je le tue. C'est ça la construction de l'humanité. Et puis les étapes après, c'est l'autre est différent, c'est peut-être intéressant. Voilà. Nous avons des différends, est-ce qu'on pourrait les régler par des choses, des transactions, des accords? La civilisation commence comme cela. Il y a très longtemps, je suis allé en Syrie avant la guerre, et j'ai eu la chance d'aller sur un chantier de fouilles archéologiques, où devant moi, on a découvert des tablettes cunéiformes, d'écriture cunéiforme, tablettes de 4000 ans avant Jésus-Christ. Dedans, il y avait des contrats d'eau. Moi, tel paysan, disposant d'une ressource d'eau, échange tant de barils d'eau à l'agriculteur ou à l'éleveur à côté, etc. 4000 ans avant Jésus-Christ, et ces bibliothèques des tablettes cunéiformes que Daesh a vendues sur le marché international, entre 4000 et 6000 euros la tablette, eh bien, se trouvaient dans des bibliothèques publiques. C'est-à-dire que dans l'architecture du village qui était découvert, de la petite ville, c'était dans un lieu public. Civilisation, c'est ça. Je dépasse l'antagonisme pour nouer des relations et dépasser l'instinct tribal. Aujourd'hui, vous êtes dans un paysage international où on développe le tribal, et je pourrais le détailler parce que même dans des cas plus fins, je pense par exemple à l'Espagne, au référendum sur la Catalogne, vous avez vu des éclatements tribaux, et au sein des mêmes familles, avec une violence de discours dans les mêmes familles. Je vais envoyer une équipe de violés, dit la tante à sa nièce, ou le frère à la sœur. Voilà. Donc, niveau de violence, c'est aussi ce que j'appelle la barbarie. Alors, je pense que je vous ai bien plombé l'après-midi, et donc, où sont les zones d'espoir dans ce monde-là? Bon, déjà, il y a une arme importante qu'il faut utiliser face à tout ça, c'est la culture. La culture. Après, il y a aussi l'armée, le renseignement, il faut aussi, de temps en temps, les casser la gueule à des très très méchants. Ça ne suffit pas, ça ne fait pas tout le job, mais il faut le faire.
Donc ça veut dire progresser, ce qui a été fait par les Européens après les attentats qui ont frappé l'Europe, sur le plan du renseignement, du partage de renseignements, de l'engagement militaire à l'extérieur. Force est de constater que les Français sont souvent assez seuls, pas complètement seuls. Nous avons nos amis belges qui commettent l'erreur parfois d'acheter des matériels militaires non européens, mais qui sont souvent à nos côtés de différentes façons. Les Allemands aussi essayent de progresser. Les Britanniques, même dans la panade, sont également présents, donc il faut peser de ce point de vue-là. Mais il faut, dans ce grand désordre, continuer à construire l'Union européenne. L'Union européenne, elle a des trous dans la raquette, il y a des difficultés, mais c'est un îlot de vertu dans un monde de brutes. Défaire ça, c'est une faute majeure, magistrale. Si on veut vraiment un retour de la guerre en Europe, il faut le faire. Il faut au contraire renforcer tout ce qui permet à l'Union européenne de dégager de la puissance. Le problème, c'est que le mot puissance gêne pas mal de nos partenaires européens. Vous dites ça à un Allemand, il pense Troisième Reich. Donc c'est compliqué pour un Allemand que l'Europe dégage de la puissance. Il faut le faire. Les Allemands doivent, et c'est très bien que Ursula von der Leyen soit aujourd'hui présidente, dans quelques jours, présidente de la Commission européenne, puisqu'elle connaît bien ces questions, elle est assez allant. L'Union européenne, c'est extrêmement important. J'ai été frappé dans un colloque international il y a peut-être 2 ans, des réflexions de 2 chercheurs, un Indien et un Sud-Coréen. Voilà. Donc, ce n'est pas un Européen, et ces 2 chercheurs disant, ils faisaient une analyse de l'état du monde assez proche de la mienne, mais comme ce sont des universitaires plus proprettes, sans les petite liberté de langage que je me donne, mais en gros, c'est à peu près la même chose. Il faut vous dire aussi que tous les rapports des services de renseignement ouverts, de la CIA, des autres services sur l'état du monde, c'est ce que je vous raconte. Et de façon étudiée, zone par zone, pays par pays, de façon plus rigoureuse que la mienne, mais il n'y a pas beaucoup de divergence sur l'analyse de l'état du monde entre spécialistes. Donc cet Indien et ce Sud-Coréen faisaient la même analyse, et ils disaient, dans ce grand paysage désordonné, le seul endroit où il nous semble régner de la stabilité, du partage, finalement, forme de volonté justement de coudre plutôt que d'en découdre, c'est l'Union européenne. L'Union européenne est une structure institutionnelle assez baroque, disait-il. Je le dis aussi pour m'être occupé des questions européennes quand j'étais journaliste au Monde. C'est une construction qui est assez compliquée. C'est pas simple pour les peuples de comprendre comment fonctionne l'Union européenne. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 2 chercheurs disaient vraiment le pôle de stabilité, le système dont devraient s'inspirer d'autres régions du monde qui sont en éclatement, en tension, en discorde, c'est le modèle finalement que les Européens ont construit. Et ils l'ont construit à l'origine pour lutter contre une chose essentielle, c'est la guerre. Et comme nous sommes dans un paysage aujourd'hui où la guerre revient, eh bien, l'Union européenne est un modèle. Je termine par un tout dernier mot, je vous passe la parole, puisque mon livre s'intitule 50 nuances de guerre, je vais parler un peu de guerre, etc. Aujourd'hui, un des freins à la guerre ouverte, par exemple, l'Arabie Saoudite rêve de détruire l'Iran. Quand Wikileaks, grâce à Wikileaks, on a eu accès à des télégrammes diplomatiques secrets américains et notamment d'échanges avec certains de ses partenaires, vous avez un télégramme, enfin non pas un télégramme, un compte-rendu d'une discussion entre le roi d'Arabie Saoudite et le vice-président américain il y a quelques années, qui dit aux Américains « Qu'est-ce que vous attendez pour trancher la tête du serpent perse ?» Donc, Arabie Saoudite, si je demande demain à Mohamed Ben Salman, mon cher Mohamed Ben Salman, c'est quoi votre rêve fou? Et c'est détruire les Iraniens, l'Iran. Bon. Pourquoi ne le fait-il pas? Et pourquoi dans d'autres endroits où vous avez des tensions très fortes, volonté d'agresser, parfois des débuts d'agression militaire, avions de combat russes abattus par la Turquie, ça, pourquoi ils ne vont pas plus loin? Je vais être un peu vulgaire. Le flouze, le fric, les guerres modernes coûtent très cher. Et personne n'a des économies, même les Américains, malgré Trump, aucun pays n'a des économies florissantes
où on se dit, je vais rentrer dans une guerre ouverte, on ne sait pas comment ça se termine, les matériels militaires modernes aujourd'hui coûtent énormément d'argent. Donc, paradoxalement, l'argent, le coût des guerres bloque et va plutôt convaincre ces pays d'agir aux marges. Action des services de renseignement, guerre commerciale, guerre parallèle, cyberguerre, choses qui coûtent moins cher et qui soient moins. Et là, le second facteur qui bloque aussi de véritables explosions, c'est l'interdépendance économique mondiale. C'est le fait que tout le monde fait du business avec tout le monde. Et donc Bush l'apprend à ses dépens. J'ai fait un nombre d'émissions assez dans l'air sur la guerre avec la Chine, enfin guerre commerciale, etc. Très frappant, Bush fait des déclarations au canon, prend des mesures drastiques, hausse des tarifs douaniers sur les biens chinois, et puis très curieusement, 3 semaines après, annonce Trump. Trump, qu'est-ce que j'ai dit? Bush, Trump, pardonnez-moi. Trump. Et quelques semaines après, annonce que on arrête, on discute avec les Chinois, etc. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, vous avez des hommes d'affaires américains qui l'ont dit Donald, arrête, ne déconne pas. Parce que nous, on a des répercussions sur nos propres produits qu'on vend en Chine, ou sur des composants qu'on importe de Chine. Les Chinois ont riposté, et ça va poser un problème, tu ne seras pas réélu parce que le business va être touché. Donc à ce moment-là, ils disent, ah, c'est vrai, bon. Donc on va trouver autre chose. Mais en fait, cette interdépendance économique est plutôt un facteur de stabilité par rapport à une envie d'en découdre. Mais sinon, 2 axes importants, l'Union européenne et la culture, parce que développer la culture, développer la civilisation par la culture, c'est ce qui emmerde le plus les djihado-terroristes, parce qu'ils sont totalement à l'opposé de cela. Donc, plus vous développez la culture, plus vous emmerdez Daesh et Al-Qaïda. Merci. Juste un mot pour dire que si l'Union européenne est le pôle exemplaire à l'heure actuelle, n'oublions pas que la Grèce l'a été, et puis l'Europe du 16e au 18e avec l'invention de la démocratie aussi. Donc on doit aussi être fier d'être européen en dehors de valoriser l'Europe. Voilà. Bon, maintenant la parole est dans les bancs, sur les bancs. Monsieur, en vous présentant s'il vous plaît. Alain Chevalier, je me trompe certainement, mais à vous écouter, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de gens qui ont des aspirations messianiques, mais qu'on n'a plus beaucoup de stratégies à moyen et long terme, sauf peut-être dans 2 cas, la Chine et la Russie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant ce que vous dites, parce que une vision stratégique, c'est une vision vraiment en avance. J'en veux beaucoup à Chirac et à Jospin d'avoir supprimé le septennat. D'abord, on ne tripatouille pas la Ve République, qui a d'immenses avantages, dont un, c'est d'avoir, pardonnez-moi, je vais être un peu vulgaire, d'avoir greffé une paire de couilles aux institutions qui servent à tous les présidents, même quand ils n'en ont pas, sur le plan militaire notamment. Donc, ce que vous dites est intéressant par rapport à la Chine et la Russie, parce que c'est sans doute plus vrai pour la Chine que pour la Russie, parce que Xi Jinping, il est au pouvoir pour l'éternité. Il a fait péter, il a fait claquer le blocage institutionnel qui existait en Chine, qui faisait que le numéro 1 ne pouvait pas faire plus de 2 mandats de 5 ans. Il a fait supprimer ça, et donc il est là jusqu'à sa mort. Poutine est au pouvoir depuis 20 ans, et il n'a pas l'intention d'arrêter. C'est en lien aussi avec les personnages messianiques. Un personnage messianique ne peut pas lâcher le pouvoir. Si vous êtes touché par le doigt de Dieu, si vous êtes loin, vous êtes une nature différente. Je vous renvoie à l'Antiquité, enfin la divinisation des empereurs romains, enfin, à Nîmes, on est bien placé, etc. Donc, c'est plus facile d'avoir des stratégies long terme quand vous êtes au pouvoir pour très 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 longtemps. Et c'est le problème des démocraties, enfin c'est le problème et c'est la richesse, c'est la beauté des démocraties que d'être soumise à renouvellement et à changement, mais c'est pas simple quand vous avez que 4 ans
pour le président américain, 5 ans pour le président français, moins souvent dans les autres systèmes politiques européens, avec souvent des dissolutions en cours de route, pour avoir une vision stratégique. Le problème après, l'autre point, c'est qu'il est plus facile, à mon sens, d'avoir une vision stratégique quand vous êtes hégémonique, quand votre stratégie, c'est la domination du monde. Les Chinois ont été terriblement humiliés par les Européens au XIXe siècle, notamment début du XIXe siècle, début du XXe. Rappelez-vous les 55, personne n'y était, mais les 55 jours de Pékin, les légations, la façon dont les Européens et les Américains ont découpé la Chine en morceaux. Pourquoi la Chine a-t-elle été découpée? Parce que la Chine est passée complètement à côté de la révolution industrielle. Parce qu'elle avait un enseignement complètement à côté des évolutions, des grandes révolutions technologiques, alors que la Chine a pu être, dans des époques plus anciennes, à la pointe sur des tas de révolutions techniques, technologiques. Et donc la Chine a terriblement été humiliée par cette emprise européenne. Et il faut savoir que nos amis chinois croient dans le fait que le temps n'est pas linéaire, le temps est circulaire. Le temps est une boucle. Et la boucle de la domination est venue. Et la boucle de la revanche sur les humiliations anciennes, c'est un peuple très ancien qui a de la mémoire, est venue. Donc les Chinois ont une confiance, d'abord sont extrêmement nationalistes, sont très racistes, pour une bonne part, parce que sinon je tombe dans un comportement en disant que tel peuple est cela, mais disons qu'il y a des formes de racisme dans le peuple chinois, par rapport à ceux qui ne sont pas de la race Han d'origine chinoise, a fortiori s'ils sont musulmans par ailleurs, et les Chinois et Xi Jinping a la conviction d'être le chef de celui qui va façonner le monde. Mais il va façonner le monde à la mode chinoise. Je raconte ça dans mon livre, ce que j'appelle la stratégie de Jade, que j'ai reprise en écoutant un spécialiste de la Chine, qui est le professeur Dimeglio. Et le jade, les Chinois adorent les pierres dures. Et le jade, c'est une pierre très particulière. Si vous prenez un artisan qui va travailler le jade en force, il va le faire claquer. Parce que c'est une pierre qui a des sillons à l'intérieur. Donc en fait, il faut que l'artisan habile, pour faire ce qu'il veut avec le jade, épouse les formes intérieures, les courants intérieurs. Eh bien, la Chine utilise une stratégie de jade par rapport à nous. Ils veulent forger le monde à leur façon, en épousant nos sillons, nos points de rupture, etc., pour ne pas faire claquer. Et la route de la soie, c'est le grand projet. Donc c'est plus facile d'avoir une stratégie quand vous êtes au pouvoir pour toujours et quand vous êtes un État totalitaire. Sur la Russie, je ne partage pas complètement votre point de vue. Je crois que Poutine est un excellent tacticien, avec un coup d'œil pour saisir les opportunités. Quant à sa stratégie, en tout cas la stratégie de ces dernières années, elle a beaucoup changé et oscillé. Donc je ne suis pas sûr que ce soit un bon stratège. Le problème de l'Union européenne pour être stratège, c'est qu'il faut être stratège à 27 ou 28. Je vous renvoie aux difficultés que les uns et les autres nous avons pour organiser une réunion de famille où on parle la même langue et on n'est pas à 27 ou 28, à quel point c'est compliqué. Donc l'Union européenne, son problème, c'est d'arriver à dégager une stratégie long terme. Et encore une fois, pour les démocraties classiques, l'horizon est borné, il faut se faire réélire, c'est pas facile d'être stratège. Mais il faut être stratège dans ce monde extrêmement compliqué, même si vous êtes bouleversé tous les 4 matins par les surprises stratégiques, il faut essayer d'avoir des axes forts de direction. J'ai oublié tout à l'heure de saluer la présence de notre préfet au premier rang, qui est entré malheureusement en retard parce qu'il était pris par de nombreuses activités. Voilà. Bon, encore une question de... Bonjour. Bonjour. En tant qu'élève du lycée d'Odé, j'aimerais vous poser une question. Alors, je voulais savoir si vous pensez que le conflit syrien, notamment la lutte contre Daesh, a renforcé le pouvoir de Bachar al-Assad et si ça a des conséquences sur la situation des Kurdes. La situation, pardonnez-moi, sur la fin de votre question. Sur les Kurdes. Ah oui. Ah oui. Ouais. Bon. Ah là là, cher ami, vous me lancez sur la Syrie, ça va être terrible. Comment ne pas... Il faut avoir fait une conférence d'1h30. Bon, on va
chose rapidement. L'État islamique, en tant que proto-État à cheval sur Syrie-Irak, est détruit. Je parle bien de l'État islamique, en tant que structure proto-étatique. Cette structure-là est détruite aujourd'hui. Est-ce que les combattants de Daesh ont été entièrement détruits? Est-ce qu'il n'y a pas des zones résiduelles? Non. Il y a encore des combattants de Daesh, notamment des locaux qui sont repartis dans leur famille. Et puis vous avez quelques zones, dans les zones interstitiaires entre les deux pays, la zone un peu désertique, il y a encore des zones qui sont dans lesquelles il y a des combattants un peu structurés de Daesh, et ils reprennent notamment en Irak une campagne d'attentat, c'est-à-dire que Daesh s'est replié sur l'ancienne tactique d'Al-Qaïda, c'est-à-dire le combat clandestin, et plus la construction d'un État islamique. Petite parenthèse, on doit ça à un travail remarquable des Irakiens chez eux, avec l'appui de la coalition internationale, et notamment des Français, des Anglais et des Américains, et pareil en Syrie, dans des configurations extrêmement complexes, avec des imbrications de population. Je le dis parce que en France, on fait beaucoup d'émissions sur les problèmes, et une fois que les problèmes ont été réglés, on ne se penche jamais sur la difficulté qui a été celle des militaires, des planificateurs, des diplomates, des politiques, des services de renseignement, etc., pour éviter de faire ce que notre ami Poutine a fait, à savoir bombarder très largement, y compris les antennes médicales, les populations civiles, quand militairement ça l'arrangeait. Les démocraties, par nature, par droit, nos militaires, la nature des frappes qui sont faites, sont obligés de faire de la retenue. Donc ça, c'est un premier succès. Bachar el-Assad, pour moi, le régime de Bachar est un régime hautement criminel, ce qui fait que le rapprochement avec Poutine, enfin, le fait que le président français souhaite dialoguer avec la Russie, je pense qu'il faut le faire. Je crois que c'est important. J'ai un tout petit problème, c'est que le régime russe a véritablement sauvé un régime abominable, qui pratique la torture dans très très grande dimension, qui a pratiqué aussi des formes de purification ethnique dans les zones alaouites, à l'époque où Bachar pensait qu'il tomberait et qu'il faudrait se replier sur ce qu'on appelait le réduit alaouite. Il a libéré de prison des criminels, qu'il a envoyés dans des villages à population mixte, qui ont procédé à des massacres de non-alaouites. Bon, le message est passé assez rapidement, donc tous ceux qui n'étaient pas alaouites, sachant que la Syrie est un pays extrêmement composite, ont dégagé de ces villages. Donc c'est un régime abominable qui, en 2015, est à deux doigts de tomber, sous les coups de boutoir conjugués des Kurdes que nous soutenons, de Daesh que nous ne soutenons pas, que nous combattons, de Al-Sham, tête d'Al-Qaïda, et Bachar, qui a été tenu hors de l'eau par les Iraniens et par le Hezbollah, milice chiite libanaise, est en train de collapser, son armée est exsangue, et les autres pays qui le soutiennent commencent à fléchir, vous avez des généraux iraniens qui sont tués, etc. Les Russes fournissent de l'armement à partir de l'attaquer de nuit, donc de façon assez discrète. Donc le régime semble proche du collapse et de l'effondrement. 2015, coup de Trafalgar, Poutine, très bon tacticien, sauve le régime en engageant son aviation, avec pour le coup un objectif stratégique en Méditerranée, qui est à terme chasser les Américains de Méditerranée et remplir le vieux rêve des tsars de la pénétration sur les eaux chaudes de Méditerranée. Poutine a considérablement renforcé sa marine là. Donc il sauve le régime de Bachar, et militairement, vraiment, il lui sauve la peau, avec cet objectif, et l'objectif politique, parce que pour le coup, là, Poutine a un objectif politique, c'est qu'à terme, la Syrie puisse se réconcilier, d'une façon ou d'une autre, de façon à être une plateforme très solide, à la fois maritime, aérienne, puisque, la base navale, c'est Tartus, la base aérienne, c'est Latakié, donc il a construit cette base aérienne en plus, et dans les documents stratégiques qu'on peut lire de Poutine sur la zone, c'est important d'avoir une Syrie stable. Donc dans l'idée de Poutine, je sauve Bachar, et après je force Bachar à négocier, à trouver un compromis politique inclusif, comme disent les diplomates,
etc. De ce point de vue-là, il a sauvé Bachar. Bachar a récupéré une considérable partie de son territoire, Alep, notamment, base rebelle, Idlib, qui est en train progressivement, donc, en balcon de l'attaquer, qui fait l'objet de combats aujourd'hui, avec des problèmes très, très sérieux, parce que la Turquie voulait stabiliser cette zone pour ne pas avoir un nouvel afflux de réfugiés. La Turquie a quand même 3,5 millions de réfugiés chez elle, et la Turquie avait passé un accord avec Poutine pour que Poutine tienne le bras de Bachar et qu'il ne crée pas une crise humanitaire qui propulserait de nouveaux réfugiés sur la Turquie. Le problème, c'est que, d'une part, la Turquie est obsédée par le Kurdistan, obsédée, ce qui pose un énorme problème aux Américains, aux Français, qui sont présents notamment avec leurs forces spéciales dans la zone et soutiennent les Kurdes. Donc on a tension, friction autour de ce sujet-là. L'autre problème, que j'ai illustré dans mon livre par un réel dialogue entre Poutine et Bachar, qui s'est vraiment tenu, c'est que Poutine n'arrive pas. Il a pris Bachar de différentes façons, il a créé différents cénacles de discussion. Poutine n'arrive pas à amener Bachar sur le terrain politique, d'une forme de réconciliation, de réorganisation cantonale, tout ce qu'on veut, pour que la Syrie puisse à nouveau se développer, que les Russes fassent du business dedans, et il n'y arrive pas. Le dialogue que j'ai repris dans mon livre, c'est un vrai dialogue lors d'une venue de Bachar à Moscou pour se faire remonter les bretelles. Poutine en privé lui disant rappelle-toi qui t'a sauvé la mise. Donc maintenant t'es gentil, t'arrêtes de massacrer, t'arrêtes de taper partout et il faut essayer de bâtir une solution politique. Entre parenthèses, la France se rapproche aussi de Poutine parce que la France sait que Poutine veut une sortie par le haut, sur le plan politique, ce que nous voulons aussi nous. Voilà. Et ce dialogue, c'est la conférence de presse commune entre les deux, face caméra après. Alors il se trouve que j'ai eu plusieurs vies, vie de journaliste, vie militaire, vie également en cabinet ministériel. Et en général, c'est moi qui faisais les éléments de langage. Donc je sais ce qu'on raconte face caméra, je sais quelle est la réalité du dialogue. Donc j'ai repris ce dialogue entre Poutine et Bachar al-Assad à Moscou, où c'est du style, je cite un peu de mémoire, Poutine dit « Je suis ravi d'accueillir le président syrien, qui est un grand ami, etc., et qui mesure pleinement qu'aujourd'hui, pour reconstruire son pays, il faut absolument trouver les voies d'un dialogue à la syrienne, et je suis bien certain qu'il en trouvera les mots, les phrases, la grammaire qui permettra d'avancer. » En fait, ce que je vous dis là est meilleur que ce que Poutine a dit, mais en gros, c'est ça l'idée. Et j'ai sous-titré le dialogue. En dessous, c'est salopard d'Alaouite, il faut que tu te bouges le cul, j'en ai marre de soutenir ton pays à tour de bras, ça me coûte un bras, mon armée là, donc il est temps que tu te mettes au boulot diplomatique. Réponse de Bachar. Je salue le grand président russe, Vladimir Poutine, dont l'apport aérien a été si important pour mon pays. Il sait qu'il reste encore des poches terroristes et que sans la liquidation de ces poches, il est extrêmement difficile de bâtir un dialogue. Alors, sous-titre, connard de moudjik, orthodoxe, tu vas pas me la faire. Tu n'es arrivé pour m'aider que pour tes intérêts stratégiques, alors que ce sont des frères chiites, iraniens, libanais, qui sont morts au sol. Toi, tu t'es contenté. Alors, je reconnais que j'ai pris, je suis content, mais tu vas pas me la faire comme le sauveur. Moi, ceux qui ont vraiment payé le prix du sang, c'est ceux qui sont allés au sol. Combien de Russes sont morts sur mon territoire? Peanuts. Donc, tu peux aller faire. Voilà. Je vous la fais courte, vous la retrouverez dans mon livre, détaillée, etc. Voilà. Et donc, là-dessus, Poutine n'arrive pas, ce qui fait qu'on patine aujourd'hui et que la Syrie reste un foyer de tension avec une problématique israélienne très importante, puisque c'est la grande obsession des Israéliens, c'est le risque que de l'armement sophistiqué passe au Hezbollah et soit utilisé dans une guerre contre Israël. Bonsoir, M. Servan, merci. Bonsoir. J'espère qu'elle sera courte. Les stratégies politiques et militaires terriennes, à l'écoute de ce que vous avez dit, ne seraient-elles pas obsolètes
compte tenu et de ce manque de vision, de stratégie de l'espace. Car comment partagerons-nous, enfin les puissances de ce monde, comment vont-elles se partager l'espace? J'en sais rien. Non, ma question est très, très importante. Vraiment, Jean, il faut que tu invites un spécialiste meilleur que moi sur ces questions-là, sur l'espace. C'est une question très, très importante. Et je les connais en termes trop généraux pour vraiment vous répondre. Il faut maîtriser vraiment la façon dont les différents types de satellites sont mis sur orbite. Qu'est-ce qu'on peut véritablement faire comme type? Parce qu'il y a beaucoup de littérature, notamment sur les satellites chinois, qui s'accouplerait avec d'autres satellites pour piquer toutes les communications. Énormément de communications passent par les satellites. Si vous branchez les fameuses interceptions téléphoniques qu'on voit dans les films où les gars branchent sur les câbles téléphoniques de la personne qu'ils écoutent des pinces, c'est potentiellement ce qui se passerait dans l'espace à une autre dimension et avec une capacité à capter des flux d'informations absolument considérables qui permet, entre parenthèses, un espionnage qui permet peut-être un espionnage économique aussi extrêmement important. Donc voilà, comment se le partager? Comment est-ce qu'on va aller plus loin dans la guerre? Est-ce qu'on va revenir à l'esprit de l'initiative de défense stratégique? Est-ce que les Américains, qui ne laisseront pas la Corée du Nord développer une véritable arme nucléaire, balistique, intercontinentale, ce que la Corée du Nord n'a pas encore, est-ce que Trump pourrait reprendre le rêve de Reagan et se relancer dans ce projet-là? Je ne suis pas capable de vous le dire. Et là, il faut aussi que ce soit un spécialiste qui vous en parle sur le plan technique, technologique, la faisabilité de tout ça. Je ne suis pas assez bon pour le faire, donc je botte un peu en touche. J'en suis désolé. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà. Bien. Alors, juste un petit mot avant de vous laisser partir, si je puis dire. D'abord, les deux livres de Pierre, 50 nuances de guerre, 2018, et Les présidents et la guerre, 2019, je ne me trompe pas. Absolument. Voilà. Donc, ils sont proposés par notre libraire, qui est présent comme toujours. Voilà, merci d'être venus si nombreux, et soyez nombreux à acheter les livres.